On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h31. Vous êtes en direct sur BFM Business avec toujours autour de la table Léonidas Kalogeropoulos, Patrick Artus et Ludovic de Sauté. On va parler du voyage d'Emmanuel Macron en Inde. Le président de la République s'y rend pour 3 jours. Il part demain en Inde où il y a des gros contrats à signer sur le Rafale. Excellente nouvelle. Peut-être une quarantaine de plus que prévu. C'était une information de la Tribune de Michel Cabirol, et puis aussi des contrats peut-être dans l'intelligence artificielle. Ludovic de Sauté, quels sont les enjeux autour du voyage d'Emmanuel Macron en Inde ? C'est le quatrième c'est le quatrième déplacement d'Emmanuel Macron en Inde et la rencontre avec Modi. Cette rencontre-là, cette visite-là se fait dans un contexte un peu totalement différent. Finalement, le monde a énormément changé, quoi. Il y a un Donald Trump qui s'est installé à la Maison-Blanche. On a assisté à ce qu'on a vécu les 12 derniers mois entre les droits de douane, la Chine et tout ça. Et c'est vrai que finalement, et ça a été encore confirmé en janvier avec l'accord de libre-échange signé enclenché entre l'Union l'Europe européenne et l'Inde. Majeur, hein. C'est que aujourd'hui, un marché de 2 milliards de personnes. Aujourd'hui, l'Inde a un parfum à la fois d'Eldorado, mais aussi d'allié dans une zone sur laquelle ça devient un peu compliqué. Et finalement, il y a, on va mettre de côté certains aspects, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a l'Inde a un parfum en ce moment très intéressant, honnêtement, vue d'Europe. D'abord parce que finalement, l'Inde, c'est un peu la figure tutélaire des BRICS et c'est presque le seul géant non aligné, en fait. C'est le père des non alignés. Finalement, l'Europe qui se retrouve dans une position un peu de non aligné dans l'Occident aussi, quelque part. Il y a une combinaison qui est en train d'apparaître en se disant, mais finalement, si on faisait un tango à deux, ce tango, il va avec des intérêts commun, enfin en tout cas un deal qui peut se faire convergent. C'est-à-dire que l'Inde a besoin de nous pour passer de la 4e à la 3e place mondiale, grosso modo, et pour ça elle a besoin de notre défense, de notre savoir-faire dans la défense et l'intelligence artificielle. Et avec des enjeux de souveraineté, parce que sur le Rafale, le choix du Rafale est un choix de souveraineté. La souveraineté, elle n'est pas uniquement pour chaque pays. La souveraineté, c'est la capacité de maîtriser ses propres choix. Et lorsque les acheteurs de F-35 sont conscients que le décollage de leurs avions peut dépendre de l'autorisation des États-Unis, c'est heureusement une prise de conscience qui se fait. On est capable d'offrir cette souveraineté avec notre armement et aussi la souveraineté numérique. Il y a nos outils souverains ne sont pas des outils souverains pour nous, c'est des outils qui offrent la souveraineté sur les données. Et fort heureusement également, nos partenaires indiens sont aussi conscients que dans le numérique, la faille numérique la plus importante aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous donnez un questionnement à votre outil d'intelligence artificielle détaillé sur des enjeux stratégiques, vous livrez quasiment tous les secrets vers lesquels vous allez à des acteurs. À ne pas faire en général, effectivement, mais pas de données stratégiques dans une Donc on a là des enjeux et je trouve que l'histoire des relations entre la France et l'Inde est une histoire fabuleuse parce que effectivement vous rappeliez à juste titre que c'est les non-alignés pour lesquels la France a été le premier à reconnaître le mouvement des non-alignés et on a ce partenariat qui se noue, qui est un partenariat extrêmement prometteur parce que c'est des puissances qui peuvent se muscler mutuellement. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être que l'on ait la même démarche vis-à-vis du continent africain, qui est probablement pour nous un allié de même nature. Alors, on a une trentaine de chefs d'entreprise qui vont accompagner le chef de l'État lors de ce voyage. Il n'y a que 700 il y a 700 entreprises françaises quand même installées en Inde, 15 milliards d'échanges commerciaux aujourd'hui. Quelle est la dynamique avec l'Inde entre la France et l'Inde et puis plus globalement l'Union européenne? Il faut quand même rappeler que l'Inde, c'est un pays très pauvre. On peut pas imaginer peut pas imaginer que l'Inde remplace la Chine ou remplace les États-Unis pour doper les exportations de la France. On exporte 8 milliards d'euros à peu près l'année dernière vers l'Inde.
c'est 4 fois moins que vers la Chine, quoi. Ouais. Et pourtant, le commerce vers la Chine est très déséquilibré. Et donc, et même si on fait des prévisions à 2050, l'Inde reste un pays très pauvre. Ah oui. Oui, en 2050, l'Inde pèse encore très peu dans le PIB mondial, quoi, je veux dire. Et donc, c'est un investissement. Enfin, il faut le faire. Hein, je veux dire, il faut vraiment travailler. Donc, quand on prépare l'avenir, là, avec ces déplacements, c'est préparer la fin du siècle. Hein, c'est l'Inde. Et alors, il y a un doute en plus sur les chiffres de croissance de l'Inde, parce que des universitaires indiens disent qu'il n'y a pas 7% de croissance, qu'il y a 2 en Inde. Ah, c'est pas tout à fait. Et que Modi triche avec les chiffres de la croissance de l'Inde. Donc, pas totalement en phase avec vous, pardonnez-moi. Non, Léonidas. Enfin, pour l'instant, c'est tout petit. Hein, c'est tout petit et c'est quelque chose. C'est tout petit avec des commandes de Rafale quand même absolument colossales. Si on arrive à 140 et quelques Rafales, il y a quand même des méga contrats. Hein. Ça fait 32 milliards d'euros étalés sur une dizaine d'années. Donc ça change pas complètement. Et alors l'autre point, c'est que l'Inde est en avance sur l'Europe au point de vue du développement de l'intelligence artificielle. En avance. En avance. Et quand on voit des classements de la performance et de l'avancée des pays, c'est 1 États-Unis, 2 Chine ou 1 Chine, 2 États-Unis et 3 Inde. Hein, l'Inde est 3e et le premier. Donc un pays pauvre, mais devant nous sur les nouvelles technologies. L'Inde est devant nous sur les développements et sur la recherche en intelligence artificielle. Donc je ne sais pas si on a beaucoup de choses à leur exporter en termes d'intelligence artificielle. On a probablement beaucoup de choses à leur importer. Donc, dernier point, l'Inde a une main-d'œuvre extrêmement qualifiée d'ingénieurs informaticiens. Oui. Et d'ailleurs, ça explique que tous les grands, tous les GAFAM, tous les grands de la tech américaine ont annoncé des investissements colossaux en Inde. Oui. Colossaux en Inde. Hein, pour utiliser cette main-d'œuvre extrêmement qualifiée et compétitive. Et on regarde le poids de la tech en Inde, c'est 12% du PIB. En France, c'est 4% du PIB. Et aux États-Unis, c'est 10%. La tech est plus grosse par rapport à l'économie indienne que la tech par rapport à l'économie américaine. Donc c'est une économie qui se développe vraiment dans les ingénieurs informaticiens. Vous me permettrez de puiser dans le propos de Patrick Artus la source de la contradiction que je voudrais lui apporter. Parce que je pense que nous avons, avec l'Inde, ce que la Chine a été il y a 20 ans. On n'a pas vu venir l'explosion économique de la Chine et tous les ingrédients que vous décrivez, la jeunesse, la place du numérique, les ingénieurs, sont autant d'éléments qui nous permettent, je pense, à juste titre, de considérer que l'Inde est une locomotive en démarrage accéléré. Donc je veux bien croire que la simple poursuite de la courbe de croissance soit pas très prometteuse, mais la capacité de la courbe de prendre une accélération à la verticale, je pense, est immense. Et si on peut accompagner ce mouvement, il est extrêmement prometteur, avec un pays qui partage également énormément de valeurs et énormément de convergences culturelles. Oui, mais quand on regarde la structure du commerce, par exemple, on peut s'inquiéter. En gros, la moitié des exportations, c'est de l'armement et des avions. Et la moitié des exportations, c'est des biens d'équipement industriels. Et les importations depuis l'Inde, c'est de la tech. C'est des ordinateurs, c'est des médicaments. Et donc, déjà, l'Inde nous exporte des biens plus avancés que ce que nous exportons, à part les Rafales, quoi, je dirais, et les Airbus. Mais, et donc, je crois que c'est un pays compliqué. Donc, c'est petit. Économiquement, potentiel. C'est à 2 milliards, c'est pas économiquement, vraiment. parce que 1,4 milliard d'habitants. Oui, mais le PIB par tête, c'est le 7e de celui de la Chine, quoi. C'est ou 6e. En fait, ça donne, vous voyez, les perspectives de croissance. Oui, mais bon. Et puis, c'est un pays qui est surdimensionné sur la tech, quoi, sur les services informatiques. J'aimerais bien être aussi surdimensionné qu'eux en la matière. Vu de France. Oui, non, mais la question, c'est est-ce qu'on a une vraie capacité à leur exporter de la tech, ou alors est-ce que c'est eux qui vont nous exporter de la tech, quoi? Ludovic de Sauté. Je partage les doutes de Léonidas par rapport à ça, mais je vais partager un sens, c'est-à-dire c'est en espérant que l'Europe, en tout cas l'Occident de façon élargie, ne refasse pas la même erreur avec l'Inde qu'on a fait avec la Chine. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'à un moment on a parlé de l'Eldorado chinois, et aujourd'hui plus personne ne parle de l'Eldorado chinois. C'est quelque chose qui est subi et dont on. Est-ce que l'Inde est aussi protectionniste que la Chine?
Elle a cette capacité-là. Plus, vis-à-vis de l'Europe, plus. Oui, on a ouvert un peu les frontières, il a baissé les droits de douane avec l'accord. Une énorme baisse des droits de douane. Après, il y a la lecture de Patrick, qui est une lecture économique, et oui, on est en train de préparer l'avenir avec l'Inde. Après, c'est une question de temps. Je partage vraiment le point de Léonidas, parce que je pense que ça sera plus rapide que la fin du siècle. Je crois vraiment. Ça ne va pas dire demain, mais ça veut dire que probablement dans les 15 à 20 ans, on va déjà ressentir des choses assez structurelles. En revanche, il y a une lecture qui est tout aussi importante aujourd'hui, c'est une lecture géopolitique. Honnêtement, c'est une zone, l'Inde, si on veut, dans la zone Indo-Pacifique. Vous devancez ma prochaine question, effectivement. Mais si l'Europe veut s'installer dans cette zone-là, entre la Russie, tant qu'on est dans le dossier ukrainien avec la Russie, c'est très compliqué, et la possibilité de réavancer un jour avec la Russie devient très très complexe, et la Chine de l'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Europe ne joue pas la carte indienne, c'est une zone sur laquelle on sort. Honnêtement, on sort. C'est-à-dire que l'Europe n'existe plus dans cette zone-là. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort. C'est un enjeu de souveraineté qu'on est en train d'accompagner avec cette commande, cette perspective de commande de près de 150 Rafales. Mais c'est un enjeu, j'allais dire, presque se dire que l'Europe, si elle ne construit pas ce camp de base dans cette zone-là, c'est une zone sur laquelle on va se faire sortir. C'est-à-dire que c'est en train de se passer, honnêtement. Et ce contrat et ce libre-échange avec l'Inde sont des éléments extrêmement structurants, importants. Après, on verra. Et c'est d'ailleurs très intéressant que ces enjeux géopolitiques se fassent à travers l'économie. Parce que c'est véritablement beaucoup plus impactant que les grandes messes, j'allais dire presque doctrinaires ou idéologiques. Là, on est vraiment sur des choses concrètes. Et derrière les enjeux de souveraineté, ils sont bien présents. Ils sont effectivement dans les structures même des technologies que nous vendons. Mais mon point n'était pas de dire qu'il ne fallait pas faire des accords à l'Inde. Non, c'est juste tout à fait favorable à l'accord de libre-échange avec l'Inde. Il faut qu'on fabrique ce monde des non-alignés ou des non-américains, non-chinois. Et après, le regarder, j'allais dire, avec ce que nécessite le monde dans lequel nous sommes rentrés là, depuis 2-3 ans, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher avec l'Inde un allié. On va chercher un partenaire. C'est pas la même chose. C'est important parce que c'est pas un allié. On n'est pas en train de faire basculer l'Inde dans l'OTAN ou que sais-je. C'est vraiment aller chercher un partenariat. Non, on parle business pour l'instant. On est d'accord. Mais géopolitiquement, quand même, il y a eu pas mal d'allers-retours de l'Inde. Il y a eu une ouverture de l'Inde vers les États-Unis juste avant l'élection d'Emmanuel Trump, qui était une bascule très importante d'un pays effectivement de ce Sud global, un des leaders du Sud global, qui tendait la main aux États-Unis. L'élection de Donald Trump a tout changé. On a vu ce retour de l'Inde plutôt vers les Russes, qui ont quand même acheté beaucoup de pétrole russe, nos amis indiens, parfois pour nous le revendre derrière, en seconde main d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on en est où exactement dans cette tectonique des plaques très mouvante, Patrick Artus? Oui, mais les menaces de Trump ont probablement baissé beaucoup les achats de pétrole. D'ailleurs, on voit sur le prix du pétrole russe, les Russes vendent leur pétrole entre 30 et 35 $ le baril, c'est-à-dire à la moitié du cours mondial du pétrole. Donc on voit la faiblesse croissante de la demande pour le pétrole russe. Mais mon point est de dire que c'est un investissement à très long terme, la relation avec l'Inde. Ça ne va pas sauver la croissance française, ni le commerce extérieur. Pourquoi vous voyez une croissance indienne plus lente, moins véloce que la croissance chinoise? C'est dû à la structure politique du pays. Alors on a des doutes sur les 2 chiffres de croissance, mais apparemment, j'ai des travaux d'universitaires, c'est compliqué de faire la croissance d'une économie qui croît essentiellement par la tech. Il faut faire le partage, techniquement, il faut faire le partage entre les prix et les volumes. Et ça, c'est ça qu'on ne sait pas bien faire. On connaît bien les valeurs, mais le volume et les prix, on ne les connaît pas bien. Moi, je vais vous dire, j'ai un attachement au modèle indien parce que c'est là qu'est parti le grand, presque en précurseur de ce que les auto-entrepreneurs ont impulsé en France, le microcrédit. Absolument. Dans le modèle indien, et vous avez cette description extraordinaire de la banque qui a accompagné le microcrédit en Inde. On aide les femmes à acheter les réseaux numériques pour pouvoir commercer, et on disait vaut mieux aider les femmes parce qu'elles développent leur business alors que les hommes ils vont le dépenser au café d'à côté. Mais tout le microcrédit et l'accompagnement de l'éveil entrepreneurial
presque, j'allais dire, à l'échelle mondiale, est partie de cette idée du microcrédit qui s'est développé en Inde. Je trouve que nous avons des points d'acquaintance très, très puissants. Et d'ailleurs, j'aime énormément, Ludovic, la mise en équilibre que vous faites entre partenariat et alliés. Nouer des partenariats économiques, c'est la meilleure manière, la plus durable, la plus fiable de bâtir des alliances. Ouais. Et je pense que c'est probablement ce que nous n'avons pas bien fait avec l'Afrique. On a voulu avoir des alliés et dire, comme d'habitude, on reste des frères de tout temps et historique. Non, ce qu'attend le continent africain autant que le continent indien, c'est qu'on ait des partenariats économiques que l'on bâtisse ensemble. Et c'est pas de l'aide au développement. Ce sont véritablement des partenariats. Et sa réponse que dit Léonidas, c'est important parce qu'on se rappelle tous du discours du Premier ministre canadien à Davos. Et on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire de se dire, on est rentré dans une période où il est important pour l'Europe, pour l'Inde et autres, finalement ces pays qui sont en quête d'une forme d'autonomie stratégique dans le monde qui se dessine entre les États-Unis. L'autonomie, c'est choisir ses partenaires. Oui, oui. Et ces partenariats-là, on l'a vu sur le Mercosur et tout ça, c'est des partenariats stratégiques pour le monde de demain. C'est-à-dire que qui commerce et qui fait du commerce a moins envie de faire la guerre, quoi. Bien sûr. C'est une réalité aujourd'hui. Et oui.